Bonjour à toutes et à tous. Ouf! Tout le Alors, monde commence. bonjour, bonjour Lorraine, bonjour. Je tiens à dire bonjour aussi à Aurélien qui est à la manœuvre et qui, 2 minutes ou 3 minutes avant le lancement de ce webinaire, c'est ce que j'appelle la loi de l'emmerdement maximum et que vous connaissez toutes et tous, eh bien, a vu son Internet se cracher. Mais alors, miraculeusement, on s'en sort puisque ça y est, c'est bon maintenant. On va pouvoir démarrer le webinaire et donc, eh bien déjà, bonjour à tout le monde. On va traiter donc du thème suivant, qui est l'essor fulgurant du coaching digital génération en vue. Voilà, on va demander à Aurélien de nous afficher le slide. C'est fait. Vous voyez, nous sommes bien le jeudi 14 avril, il est 11 heures. On va pouvoir démarrer et aller directement dans le vif du sujet, mais pour cela, commencer tout de même par demander à Lorraine Mayer de se présenter. Bonjour Oui, Lorraine. merci. Bonjour Michel, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'on a tout le monde qui commence à se connecter petit à petit. Donc, je m'appelle effectivement Lorraine Mayer. Je travaille au sein de CoachHub et plus spécifiquement dans le coaching lab de CoachHub. Et donc, mon rôle, c'est vraiment de travailler d'une part au sein de notre équipe qui est constituée d'experts en neurosciences, de psychologues du travail, de coachs bien sûr, pour réussir à vraiment utiliser tout ce que fait la recherche autour du coaching pour réussir à l'impulser dans les programmes de coaching qu'on propose. Et puis d'autre part, avec nos clients aussi, très concrètement, réussir à bien comprendre leurs enjeux pour construire les programmes de coaching les plus adaptés. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on devient senior behavioral scientist, Lorraine? Ah, bonne question, Michel. Il y a plusieurs parcours, on va dire, pour y arriver. Je crois que ce qui nous relie tous au sein de notre équipe, c'est une vraie passion pour le coaching. Et concrètement, pour y arriver, on a tous fait une formation de coaching. Moi, dans mon cas, j'ai été formée à HEC, mais on est une équipe très internationale. Donc, on a des formations de coaching partout dans le monde. Et puis, il y a aussi d'autres compétences dans l'équipe. Donc, il y a beaucoup de psychologues du travail donc, qui ont fait une formation spécifique, d'autres experts aussi en neurosciences qui ont des parcours passionnants. Il y en a pas mal qui ont des PhD dans l'équipe aussi. Donc, il y a plusieurs voies pour arriver à ce métier-là, Michel. Alors, bon, c'est très intéressant ce que tu nous racontes. Il y aura peut-être des questions là-dessus dans la mesure où, bon, évidemment, on voit le coaching, et on en reparlera tout au long de ce webinaire, se développer, se démocratiser. Donc, forcément, il y a des fonctions qui vont être créées et je pense que ça va donner un petit peu d'appétit aux participants de ce webinaire, peut-être. Alors, vous parliez de CoachHub. On peut peut-être consacrer 1 ou 2 minutes à la présentation de CoachHub que tout le monde ne connaît pas forcément. Oui, oui, c'est vrai. Donc effectivement, CoachUp, c'est donc le leader européen du coaching digital. Voilà, donc la spécificité, c'est vraiment le coaching digital et on en reparlera. CoachUp, c'est une entreprise allemande qui a été fondée par deux frères qui se sont rendus compte dans leur vie personnelle que le coaching avait énormément aidé leur progression personnelle, leur épanouissement personnel et qui ont voulu mettre ça en fait au service du plus grand nombre. Donc du coup, ils ont lancé CoachUp, qui a une présence maintenant globale. On est présent en Europe, en APAC, vraiment aux États-Unis aussi, évidemment. Et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'au cœur de ce qu'on fait, il y a avant tout une communauté de coachs. Donc, c'est plus de 3500 coachs certifiés qui peuvent coacher dans plein de langues. Donc, on a plus de 60 langues disponibles sur toutes les time zones. Et on délivre du coup du coaching digital. On reviendra sur cette notion de coaching digital. Mais un des points importants, c'est bien sûr que c'est RGPD compliant, pardon, et certifié ISO 27001. Et puis, c'est une entreprise vraiment en pleine croissance puisqu'on a plus de 700 collaborateurs et collaboratrices à travers le monde aujourd'hui pour servir du coup les enjeux de transformation et accompagner plein de grandes entreprises dont vous avez quelques noms sur cette slide. Oui, et de belles entreprises françaises, hein, on en voit Absolument. ici.
Donc, il y a une vraie présence de CoachUp sur le marché français. Ça, c'est intéressant aussi parce que quand on entend parler de sociétés internationales qui s'installent sur un marché, parfois il y a un petit peu de retard à l'allumage, si je puis parler trivialement. Donc là, on voit déjà effectivement qu'il y a des études de cas, des possibilités d'ailleurs sans doute de prospects, de CoachUp, de se mettre en relation avec des clients pour connaître finalement la valeur qui est créée par CoachUp pour ces grandes marques françaises qu'on voit là. Alors, on va passer maintenant, avant d'avancer plus avant, sur la participation qu'on attend de l'audience à ce webinaire, hein. Autant que ce soit aussi interactif que possible. Donc, voilà, vous avez la possibilité de contribuer avec l'onglet chat, de faire des remarques, de dire si vous êtes d'accord ou pas, hein, d'enrichir en fait ce webinaire. Comme il y a un enregistrement, eh bien, et on enregistre aussi le chat, donc tout ça sera, mais c'est anonymisé aussi, bien entendu, hein, donc tout ça sera un enrichissement du webinaire. Vous avez un onglet questions si vous voulez pousser plus avant. Et puis, on va émailler notre émission de quatre sondages. On vous laissera la parole et on essaiera de commenter les résultats des sondages. Et puis, on va maintenant parler d'une étude qui nous a permis aussi de construire ce programme de fin de matinée. Et là, peut-être, cette étude, cette enquête qui a été menée par CoachUp, peut-être est-ce que Lorraine, vous pourriez en toucher quelques mots, sachant que de toute façon, l'enquête va être envoyée à tous les participants au webinaire, si j'ai bien compris. Exactement, on va vous l'envoyer juste après le webinaire. Effectivement, cette enquête, elle a été menée en octobre 2021 auprès de 2500 responsables Learning and Development qui ont été interrogés à travers le monde, dont plus de 150 en France. Et le but de cette enquête, c'était vraiment d'examiner comment les entreprises vont vraiment adapter leur programme de développement des collaborateurs pour répondre à la fois à l'essor du travail à distance, à appréhender aussi l'incertitude persistante, malheureusement, depuis plusieurs années et puis qui risque de continuer. Donc, savoir comment on va pouvoir vraiment s'adapter et puis voir si les nouvelles technologies, dans le cadre du développement des collaborateurs, est un moyen efficace justement pour gérer cette incertitude ou si finalement c'était avant tout des technologies qui ont été développées pour répondre aux restrictions, par exemple, qui ont été imposées pendant la pandémie. Donc voilà, on va vraiment essayer, on va s'intéresser au développement des collaborateurs et à tout ce qui émerge, tout ce qui se développe et qui va se développer dans les prochaines années. Il y a pas mal de chiffres, vous verrez, sur l'année 2022 et les projections qu'on peut avoir. Alors, on va parler de quoi? On a trois sujets au programme ce matin. Déjà, expliquer ce que c'est que le coaching digital, parce que certains ont pu considérer dans un passé encore assez récent que coaching digital, c'est un oxymore. Eh bien, pas du tout, hein. On verra pourquoi. On verra aussi pourquoi et dans quelles conditions la demande est en forte croissance. Et puis, comme on a forcément des professionnels de formation aussi ce matin en ligne, on parlera de la complémentarité entre le coaching et la formation. Et donc, on va démarrer immédiatement par cette première chose qui est qu'est-ce que le coaching digital? Comme je le disais, ce n'est pas un oxymore, mais allez, un premier sondage pour nous mettre en forme. La question est la suivante. Bon, grosso modo, est-ce que vous faites appel à un coach externe, mais surtout, à qui l'appel à un coach externe est-il destiné? Vous avez trois possibilités, mais une seule réponse. Les cadres dirigeants de l'entreprise, les managers qui en font la demande, et potentiellement, le coaching est destiné à tout collaborateur de l'entreprise. Alors, moi, je n'ai pas le droit de voter, Moi non mais plus. vous non plus, Lorraine, pas plus qu'Aurélien, mais on va laisser notre audience répondre. Et je pense qu'Aurélien saura à quel moment on a un nombre de réponses suffisant par rapport au nombre de participants ce matin et on pourra afficher, j'imagine, les résultats rapidement. Est-ce qu'on peut clôturer, Aurélien? Oui.
Allons-y. Allons-y. Alors, est-ce que les résultats sont visibles par tout le monde ou est-ce qu'il faut qu'Aurélien nous donne? Oui, c'est ça. Euh, Ah, très bien. Les cadres dirigeants n'ont pas droit au coaching. En tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que s'ils se font coacher, ils s'arrangent pour que ça ne se sache pas trop dans l'entreprise, je pense. Potentiellement à tout collaborateur, trois quarts des réponses et aux managers qui en font la demande, un quart des réponses. Lorraine, qu'est-ce que ça vous évoque, ces résultats? Oui, bah, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, nous, ce qu'on observe, c'est que finalement, toutes ces dernières années, le coaching était plutôt réservé aux cadres dirigeants, au top management, pour des raisons voilà, en fait, de coûts généralement, principalement, c'est-à-dire de dire que c'était assez cher de mettre en place du coaching. Et donc, on se disait qu'on misait évidemment fortement sur le top management et en même temps, on se rend compte que le coaching peut tout à fait être adapté et utile et vraiment être vu comme un cadeau aussi pour tous les collaborateurs, en fait, peu importe l'échelon hiérarchique. Et du coup, nous, c'est aussi la mission qu'on se fixe, en fait, c'est de dire il ne faut plus que le coaching soit réservé que aux top dirigeants, mais vraiment justement à toute l'entreprise. Donc super de voir que parmi nos participants et participantes ce matin, il y a déjà cette idée que le coaching peut être vraiment très utile à tout collaborateur ou collaboratrice au sein de l'entreprise. Alors, évidemment, là, on va être amené à parler du coaching digital, puisque Mm. dire que le coaching est peut-être finalement réservé à tous les collaborateurs de l'entreprise, aucune exclusive, on sait très bien que le coaching tel qu'il s'est délivré traditionnellement en face à face entre le coach et le coaché était d'un coût et d'une incapacité de généralisation patente. Donc, le coaching digital, Lorraine, Mhm. qu'est-ce que c'est? Bah, effectivement, moi, je voudrais déjà revenir sur une première chose, c'est que le coaching digital, c'est pas juste du coaching à distance, à travers un outil de visioconférence comme Teams, comme Zoom. Voilà, c'est pas juste le fait de dire on se retrouve comme ça à distance. C'est la première dimension, effectivement. Donc, c'est vraiment de se dire qu'on ne va pas se rencontrer en présentiel, effectivement, tout va se faire à distance. Mais il y a vraiment une deuxième dimension du coaching digital qui est très importante, c'est l'idée que vraiment ce coaching va être catalysé par l'utilisation d'une plateforme numérique. Et en fait, cette plateforme numérique va proposer un nouveau parcours par rapport à ce qu'on connaît en coaching traditionnel au coaché de A à Z, en amont du coaching jusqu'à ensuite la fin du coaching. Et avec plein de fonctionnalités, en fait, sur cette plateforme, on va pouvoir en amont répondre, par exemple, dans le cas de CoachHub, un questionnaire qui va nous aider à faire le point sur nos forces, sur les axes de développement qu'on a envie de développer. On va pouvoir choisir son coach très facilement sur la base de vidéos qui vont nous être proposées, évidemment aussi d'informations sur l'expertise, l'expérience, la philosophie, la teinte de coaching des différents coachs. On va pouvoir les choisir en fonction de la time zone, de la langue, de différentes fonctionnalités. Une fois sur la plateforme, on va aussi avoir accès à beaucoup de contenu. Et ça, c'est une dimension intéressante quand on fait aussi le lien, et on en reparlera, entre coaching et formation. Beaucoup de contenu qui va venir enrichir les sessions de coaching. Et bien sûr, l'idée, ça va être de faciliter en fait la prise de rendez-vous entre les sessions, etc. Donc vraiment, l'idée, ça va être de se dire, le coaching digital nous permet de vivre un coaching comme on le ferait en présentiel, mais avec toute cette expérience digitale qui va venir enrichir le parcours. Alors justement, vous venez de parler aussi du présentiel comme en présentiel. Mhm. Donc, coaching digital versus présentiel, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, déjà, on peut en dire que le coaching traditionnel, présentiel, a évidemment toujours sa place en entreprise. Et ça, je pense que c'est important de rappeler qu'on n'est pas là pour tout remplacer. Il y a vraiment des cas où le coaching présentiel est toujours vraiment important et intéressant. Je pense par exemple au coaching d'équipe. Quand on a une équipe rassemblée sur le même lieu, tous ensemble, ben voilà, nous, notre conviction, c'est que c'est super qu'ils puissent travailler en présentiel, en travaillant sur l'espace, etc. En revanche, il y a plein de cas où le coaching digital, et ça avec cette volonté, je le rappelle, hein, mais de se dire comment est-ce qu'on démocratise l'accès au coaching, va avoir énormément de vertus. Et notamment, déjà, première chose, c'est rappeler que le coaching digital est aussi efficace que le coaching en présentiel. Ça, c'est des études scientifiques qui ont montré ça. Un des bénéfices, c'est vraiment de se dire que
personnes vont pouvoir être coachées. Souvent, elles choisissent d'être coachées chez elles, donc dans un espace qui est aussi assez sécurisant pour elles, là où avant, le coaching pouvait se faire plutôt dans les locaux de l'entreprise, par exemple, ou dans un endroit que les personnes ne connaissaient pas forcément quand on se retrouvait dans un café ou autre. Donc là, c'est vraiment se dire, ils ont leur espace sécurisant. Donc, il y a un côté assez neutre qui est important. Et puis, bien sûr, on va faciliter, comme je le disais tout à l'heure, toute l'expérience. On sait que on a les managers, les collaborateurs, collaboratrices ont des emplois du temps hyper chargés. Et donc, c'est pas toujours facile de dédier plusieurs heures à se rendre à un point A pour se faire coacher, à revenir. Ça prend beaucoup de temps dans une journée. Là, l'idée, ça va être vraiment de très facilement, un peu comme on le ferait sur une plateforme comme Doctolib, choisir son rendez-vous, le mettre dans son agenda et puis se dire, bah voilà, on a un temps dédié dans notre journée pour ça. Je recommande quand même de se prendre un petit temps avant, un petit temps après pour réussir à se centrer et à vraiment voilà, se recentrer sur comment on se sent, etc., avant de repartir dans les réunions suivantes. Mais néanmoins, ça permet d'intégrer ça facilement dans une journée. Donc, il y a vraiment ces avantages qu'on peut prendre en compte. Et puis, un autre point sur le coaching digital quand même qui me semble important de rappeler, c'est tout de même que la façon dont nous, on délivre du coaching digital, et je reviens sur cette notion de juste à distance vs digital, c'est que c'est pensé pour que ça fonctionne en digital. Donc, ça veut dire que, par exemple, nous, notre communauté de coach est formée et préparée pour vraiment, avec plein de conseils qu'on va leur proposer pour être sûr qu'ils sont à l'aise dans la création d'une alliance à distance, dans l'accompagnement de leur coaché à travers ce parcours aussi de A à Z de coaching, enrichi, comme je le disais, par d'autres fonctionnalités grâce au digital. Et puis, il y a quand même un avantage aussi du coaching digital. Et de manière générale, on se pose toujours la question de quel est l'impact du coaching finalement. Et ce n'est pas facile à suivre en présentiel quand même. Généralement, il y a des gros fichiers Excel où on ne sait plus très bien qui en est où de son coaching, quels ont été les résultats, etc. Et là, le fait qu'on ait une plateforme qui réussisse à suivre, toujours évidemment dans le respect à la fois de la déontologie du coaching, je le rappelle, mais c'est très important et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur la notion de RGPD, parce que ça veut dire que les données des coachés, on n'en prend que ce qu'on a le droit d'en prendre, ce qui va être utile pour les RH dans le respect évidemment des coachés. Mais c'est quand même des données qui vont énormément aider les RH. Je pense par exemple aux grandes thématiques de coaching sur lesquelles les coachés vont travailler. On ne peut pas le voir à une granularité au niveau individuel parce que ça pourrait trahir, entre guillemets, le contenu des sessions. Par contre, on peut le voir sur une vision un peu plus macro. Et ça, par exemple, ça donne quand même des informations super intéressantes sur quelles sont les grandes thématiques que les collaborateurs et collaboratrices ont besoin de travailler. Donc, ça peut donner aussi aux responsables L&D des informations sur peut-être les formations demain à pousser un peu plus, à renforcer. Donc, voilà, donc c'est vraiment toutes ces dimensions avec le pilotage qui va être facilité par la plateforme qui viennent donner encore plus d'informations aux RH sur l'impact des politiques Learning and Development qu'ils mettent en place. Écoutez, vous avez été très complète sur ce sujet. Moi, ce que j'en retiens, ça me fait penser un petit peu au démarrage du e-learning il y a une vingtaine d'années, avec la querelle des anciens et des modernes. Alors, les anciens, c'était des formateurs en présentiel qui considéraient que le e-learning, c'était pas de la formation, et les gens du e-learning qui disaient, attendez, la formation telle qu'elle a été menée jusqu'à présent est condamnée. Et puis, tout le monde, finalement, la maturité grandissante, tout le monde a constaté que les deux étaient extrêmement complémentaires et finalement servaient des besoins de façon très, très spécifique sans forcément vouloir marcher sur le territoire de l'autre. Et je pense que ça a été très clair dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le présentiel, le coaching en présentiel continue d'avoir du sens. Mais il faut évidemment mieux définir quelle est la valeur qu'il peut créer, parce qu'à côté de ça, il y a des possibilités avec tous les avantages de coaching digital qui est aussi fortement créateur de valeur. Et puis, une deuxième remarque que je voudrais faire, il y a beaucoup de choses à dire sur ce que vous venez de dire, Lorraine, c'est que là, vous venez de parler des avantages, des bénéfices pour les coachés. Hein.
Mais il y a aussi les bénéfices pour les coachs. C'est-à-dire que les coachs eux-mêmes, quand ils sont en présentiel, ils sont très limités dans le nombre de personnes qu'ils peuvent suivre, qu'ils peuvent coacher. Et aujourd'hui, évidemment, cela, c'est complètement ouvert. Et encore une fois, ce n'est pas du tout incompatible avec leur statut de coach habituel, puisque les coachs qui sont utilisés par CoachUp, ce sont des coachs qui sont certifiés au même titre que les autres dans des grands programmes internationaux. Donc, au fond, il n'y a pas un appauvrissement de la fonction de coach. Aujourd'hui, il y a la possibilité pour les coachs de délivrer finalement, de toucher des marchés beaucoup plus importants et d'éviter de se déplacer pendant une journée ou une demi-journée pour rencontrer seulement une personne à coacher. Donc là, je pense qu'il y a tout un ensemble d'arguments qui sont aussi intéressants du point de vue du coach. Peut-être vous pourriez Oui. rebondir là-dessus en quelques mots. Oui, merci aussi de donner le prisme des coachs parce Oui. que nous, ça nous intéresse aussi de savoir pourquoi les coachs aiment rejoindre notre communauté. Je parle de communauté parce que c'est la première raison, en fait, c'est de dire que souvent, le métier de coach est exercé dans un cadre plutôt indépendant. Et donc là, ils sont en fait assez contents de rejoindre une communauté de coachs internationale où ils vont pouvoir échanger avec plein d'autres coachs, où ils sont mis en relation avec des clients internationaux, où on va leur proposer plein de formations, de webinars, de contenus qui leur permettent de continuer à nourrir leur pratique et en particulier à s'adapter à cette pratique digitale. Donc ça, c'est vraiment une dimension qui leur plaît généralement. Et puis, il faut le dire aussi très concrètement, il y a plein de coachs qui adorent coacher et qui n'aiment pas forcément faire toute la partie en amont de vente, d'avant-vente, et qui du coup, là, sont bien contents qu'on puisse aussi quand même leur proposer des clients. En fait, c'est ça, nous, ce qu'on propose aussi, c'est de dire, ben voilà, vous vous connectez et vous, votre travail, c'est vraiment le cœur de votre valeur ajoutée qui est de passer du temps à coacher les collaborateurs, les collaboratrices qu'on va vous proposer à travers ce système-là. Et bien sûr, vous avez raison, sur la partie logistique, ça fait gagner beaucoup de temps aux coachs. Ça leur permet aussi de rencontrer des coachés qu'ils n'auraient pas forcément rencontrés parce que souvent, quand on est sur notre territoire, on ne va pas se déplacer dans un autre pays pour faire une séance de coaching et revenir. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'on observe qu'il y a plein de coachés qui aiment bien finalement être coachés par quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui est installé dans un autre pays, parce que parfois la dimension multiculturelle les intéresse énormément. Et donc, voilà, les coachs se retrouvent à coacher un peu partout dans le monde, dans le respect généralement quand même de la time zone parce que ça facilite un peu les choses. Mais voilà, il y a différents bénéfices que peuvent retrouver aussi nos coachs. Et la réalité, en fait, c'est qu'on représente une partie de leur activité, mais qui continuent toujours, bien sûr, à exercer aussi en présentiel en parallèle. Très intéressant. Bah, écoutez, à vous écouter, Lorraine, je découvre que je peux à la fois être coaché et pratiquer une langue étrangère. Je m'en souviendrai. Alors on peut, mais ils préfèrent généralement D'une être pierre deux coups. Alors c'est vrai, la réalité, c'est que souvent, il y en a qui préfèrent être coachés dans leur langue Oui, natale, mais ils aiment bien oui, parfois être coachés par un coach, par exemple, qui vit dans un autre pays. Si eux vivent, par exemple, oui. une situation d'expatriation, ils aiment bien voilà, se dire, tiens, j'ai un coach qui va peut-être aussi comprendre un peu plus ce que je vis, en tout cas. Il y a une question d'Anne Brunel. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous êtes des spécialistes, donc sans doute. Bonjour. Comment Oui, organisez-vous les tripartites de démarrage et de clôture? Ça, c'est une question assez technique, mais je vous laisse oui. répondre. Bien sûr, on va l'apprendre. Bonjour, bonjour Anne et merci pour cette question. Effectivement, donc la tripartite, c'est la réunion qu'on fait traditionnellement dans du coaching en début et en fin de coaching. Avec, on rassemble généralement dans une tripartite le coach ou la coach, le collaborateur qui va se faire coacher et son manager, N+1. On parle parfois aussi de quadripartite quand on veut rajouter une personne de l'équipe RH. Et en tout cas, en début de coaching, ça aide vraiment à fixer le cadre du coaching, à ce que le manager partage les axes de développement sur lesquels il pense qu'il serait pertinent que le coaché travaille, sachant, et je le précise, que derrière, c'est toujours le coaché, bien sûr, qui va fixer ses objectifs précis de coaching, parce que c'est très important ensuite qu'il se les approprie et qu'il travaille ça donc avec son coach. Néanmoins, pour vous répondre, voilà, ça c'était juste pour être sûr que tout le monde ait bien en tête ce qu'est une tripartite. Généralement, dans un coaching traditionnel, on le fait en présentiel, c'est juste que chez nous, ça se fait à distance. Donc, on va faire cette
cette réunion via un outil de visio comme Zoom ou Teams, etc., Anne, et du coup, on va se retrouver de la même façon qu'on le ferait en fait en présentiel. Et pour nous, ça, c'est important. Il y a des cas où on préfère ne pas, enfin, nos clients RH préfèrent ne pas faire de tripartite. Je pense par exemple au cas des sujets quand on travaille sur du leadership féminin. On est très sollicité sur les enjeux de diversité, notamment de leadership féminin. Et dans ce cas, c'est vrai que les clients RH nous disent on préfère que les femmes choisissent vraiment à 100% les axes sur lesquels elles ont envie de travailler et on n'a pas envie qu'il y ait d'implication du manager. Donc, il y a la possibilité finalement de faire les deux. Et selon les cas, selon les enjeux sur lesquels on travaille, selon les programmes qu'on lance, on va décider de mettre une tripartite ou pas au début et à la fin. Voilà. Réponse bien complète. Alors, je propose qu'on laisse la parole de nouveau à l'audience avec un nouveau sondage. Donc, dans le premier sondage, on a vu finalement à qui s'adressait le coaching. Et on a vu que 75% d'entre vous avaient répondu à tous les collaborateurs. Et là, dans quelle situation l'appel à un coach externe peut se justifier? Donc, un choix unique, un changement de poste, une nouvelle responsabilité managériale, une difficulté relationnelle avec ses équipiers, ça peut être la difficulté relationnelle d'un équipier avec les autres ou d'un manager avec son équipe, un outplacement, bon, l'entreprise n'est pas en grande santé, elle est amenée éventuellement à demander à un certain nombre de collaborateurs de la quitter avec une mission d'outplacement, on sait ce que c'est, la mise en pratique des connaissances acquises en formation. Voilà, vous avez 1 ou 2 minutes pour y répondre et Aurélien, qui est à la manœuvre, décidera du bon moment pour clôturer et pour afficher les résultats de façon qu'on puisse effectivement les commenter avec Lorraine. Quel temps fait-il à Paris, Lorraine? C'est à Paris que vous êtes aujourd'hui? Absolument, je suis à Paris, un beau ciel bleu. Ah, j'ai l'impression, hein. Absolument, il y a une belle lumière là sur ma droite, donc je vais peut-être en profiter pour sortir à l'heure du déjeuner, prendre l'air. Et moi, je suis dans le sud de la Et vous France. alors? Il fait Dans aussi le très sud? beau, mais ça, c'est coutumier, hein. En général, les Parisiens sont un peu envieux du sud de la France, mais là, il n'y a Je pas d'envie confirme. aujourd'hui. Il y a le grand soleil partout, j'ai l'impression. Aujourd'hui, on va tous en profiter. Aurélien, on est en mesure d'avoir le résultat? Il nous reste D'accord. 30 secondes. 30 secondes. Eh bien, les Merci résultats, Aurélien. quels sont-ils? Alors, il y a 2 résultats qui sont à égalité. C'est une nouvelle responsabilité managériale et une difficulté relationnelle avec ses équipes. Et puis, un résultat moindre, le changement de poste. Et pas de résultat sur le reste, c'est-à-dire plus exactement 0. Lorraine, à vous les commentaires. Bah oui, donc déjà, merci d'avoir répondu. Je pense que ce n'était pas évident de choisir une seule réponse parmi les différentes réponses. Qu'on voit ce qui se dégage, effectivement, c'est les enjeux autour d'une nouvelle responsabilité managériale. Et effectivement, ça résonne, nous, énormément avec les sujets sur lesquels nous sollicitent nos clients. Et il y a beaucoup de sujets autour de la transformation managériale. Nous, là, c'est évidemment, ces dernières années, on a eu plein de questions autour du management hybride, de comment passer à la posture de manager-coach. Et je précise, quand on utilise cette expression qui a été beaucoup utilisé, que les managers ne vont pas devenir des coachs, mais vont pouvoir développer certaines des compétences du coaching. Je pense par exemple à l'écoute active, je pense par exemple au questionnement puissant, à faire et recevoir des feedbacks. Ça, c'est des sujets sur lesquels on a été extrêmement sollicités. Et évidemment, une nouvelle prise de poste en fonction, en particulier quand on devient manager ou qu'on a une équipe avec plus de personnes sur différentes fonctions, etc. C'est des moments un peu clés sur lesquels on est bien souvent sollicité. Et je rejoins un commentaire dans le chat qui nous dit que de Moreau, merci Moreau, voilà, partager le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on peut faire appel à un coach. Nous, ce qu'on observe, et pour réagir aussi à ce qui est partagé juste en dessous, c'est
difficultés relationnelles avec ses équipiers, il y a 2 façons de le travailler. C'est soit en coaching d'équipe, effectivement, soit en coaching individuel. Et en coaching individuel, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, c'est centré sur soi. C'est-à-dire qu'en coaching individuel, on ne va pas parler de notre collaborateur ou de notre collaboratrice pour savoir ce qui ne va pas chez lui ou chez elle. C'est vraiment justement plutôt un travail introspectif où nous, on va se poser la question de comment est-ce que je communique avec les autres? Comment est-ce que mon style de communication est perçu? Comment je peux réussir à l'adapter pour, par exemple, me faire mieux comprendre des autres? Donc, c'est plein de choses qu'on peut venir travailler en coaching. Et si je prends un regard un petit peu plus macro aussi sur les sujets, les grands enjeux sur lesquels on est sollicité par nos interlocuteurs, les directions des ressources humaines, ce qu'on observe, c'est beaucoup de sujets autour de l'accompagnement du changement, beaucoup de sujets autour du développement des leaders et des talents. On va souvent venir s'imbriquer dans des grands programmes talents qui existent déjà en interne et sur lesquels on va rajouter cette brique coaching. Beaucoup de sujets autour de la transformation managériale, j'en ai parlé. Je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure des sujets autour de la diversité et de l'inclusion. Et ça, c'est un sujet qui monte vraiment parce que c'est pas évident. Il y a une vraie volonté d'avancer sur ces sujets, mais les RH ont du mal à trouver des modalités efficaces pour travailler là-dessus. Alors qu'en coaching, effectivement, il y a plein de sujets qu'on peut travailler autour de ça, notamment le management inclusif, c'est un sujet absolument passionnant. Et évidemment, en coaching, les grandes entreprises nous sollicitent aussi beaucoup sur tout ce qui est carrière et mobilité. Comment est-ce qu'on peut réussir à se projeter dans sa prochaine aventure professionnelle? Comment est-ce qu'on peut réussir à développer son écosystème, comment est-ce qu'on réussit sa mobilité interne, etc. Ça, c'est des sujets très concrets sur lesquels on est très sollicité. Vous êtes en train de nous dire, et on va passer donc à notre deuxième sujet, Mhm. qui est une demande en forte croissance. Vous êtes en train de nous donner les raisons pour lesquelles, effectivement, il y a une forte croissance du coaching via le coaching digital constaté depuis maintenant quelques années. Et vous parliez notamment de la mobilité interne. Et justement, là, on se trouve dans une situation, et c'est un des résultats de l'étude, me semble-t-il, que les entreprises forment plutôt que de recruter, tout simplement parce qu'elles ont des difficultés à recruter aujourd'hui. Alors effectivement, là, les chiffres de cette étude, moi, je les ai trouvés très intéressants parce que, bon, la première chose qui était dit dans cette étude, c'est que tout de même, il va y avoir des recrutements dans les prochaines années, bien sûr. Néanmoins, ce qui ressortait surtout, c'était vraiment l'idée que les entreprises avaient envie de continuer à former en interne leurs collaborateurs, leurs collaboratrices. On parle parfois d'upskilling sur certains sujets. Donc, c'est vraiment cette volonté de se dire, on va miser, alors c'est à la fois sur la formation et sur le développement des collaborateurs pour réussir à continuer à les faire progresser en interne. Donc, on a 67% des entreprises qui privilégient la formation et le développement interne des collaborateurs au recrutement. Et puis, il y avait un autre chiffre intéressant quand même aussi, qui était que 89% prévoient une augmentation des budgets de formation et de développement en 2022. Ça, effectivement, on peut notamment l'expliquer par le fait que ces 2 dernières années ont été difficiles pour la fonction RH, ça c'est sûr, mais aussi pour l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices. Les RH avaient déjà conscience de l'importance de développer le bien-être au travail, de s'assurer que les collaborateurs continuaient à se développer aussi. Mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'accélération de la prise de conscience de la part des autres parties prenantes dans l'entreprise. Et donc, il y a cette volonté effectivement de pousser ça, de se dire comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la formation et le développement qu'on propose à nos collaborateurs. Il y a aussi, nous, on est très sollicités sur les référentiels managériaux notamment. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits en interne, généralement, qui sont de plus en plus inclusifs d'ailleurs. Il y a plein de parties prenantes qui sont sollicitées, des concertations en interne qui sont faites pour réussir à définir des nouveaux référentiels managériaux. Mais une fois qu'ils sont définis, encore faut-il réussir à les diffuser en interne et à faire en sorte que les gens réussissent à se les approprier, ce qui n'est pas toujours évident. Et là, on voit que le coaching est très impactant pour réussir à faire en sorte que les gens réussissent à se l'approprier, à lever les freins peut-être qu'ils peuvent rencontrer là-dessus. Donc ça, c'est important et c'est lié pour moi à une vision du coaching qui est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'avant, on voyait le coaching, malheureusement, bien souvent, comme un outil un peu curatif. C'était un peu la dernière solution avant de virer quelqu'un. Je suis désolée, hein, je parle, mais c'était un peu ça, c'était un peu curatif.
Donc, c'est en se disant, on a tout essayé, bon, bah, allez, dernière chance, le coaching. Et là, la vision du coaching est complètement en train d'évoluer dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Il y a une culture du coaching qui se développe en interne et où le coaching est vu comme quelque chose un peu plus préventif, un vrai outil, un vrai cadeau qu'on va proposer aux collaborateurs et aux collaboratrices pour qu'ils réussissent à se développer, pour qu'ils réussissent à se développer en tant que personne, se développer en tant que leader. Et ça, nous, c'est le cœur de la façon dont on travaille, c'est de dire qu'on a une approche holistique de la personne. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Et puis le dernier, puisque votre question, Michel, est autour de pourquoi le coaching à distance se développe, c'est aussi parce qu'il y a un boom du travail à distance, que ça a quand même accéléré aussi le fait de se dire, OK, on peut faire en fait plein de choses à distance. Et là, je ne reviens pas sur les bénéfices qu'on a vus plus tôt de se retrouver aussi dans un espace sécurisant, mais ça a beaucoup aidé aussi à l'essor du coaching. Moi, je retiens que le coaching à titre préventif, c'est très bien. Donc, c'est un vaccin en quelque sorte. Donc, on l'oubliera, on l'oubliera pas. On va passer à un autre sondage parce que bon, tout ça est un paysage. Enfin, ça nous met en appétit. Maintenant, est-ce qu'il y a des obstacles au coaching? Et c'est la question qu'on vous pose. Hein. La culture de notre entreprise ne s'y prête pas, son coût reste trop élevé, ce n'est pas une priorité des DRH, il est difficile d'argumenter ce retour sur investissement. Je suis sûr que Moreau nous dira il y a bien d'autres raisons qui font obstacle au coaching. Donc, effectivement, on a dressé une liste de 4. Bon, c'était plus pour avoir un feedback de votre part que de vouloir être exhaustif, bien sûr, là-dessus. Et donc, maintenant, on est habitué. On est entre les mains d'Aurélien qui va décider du moment où le sondage sera clôturé. Moi, je suis curieuse d'avoir vos réponses, effectivement, sur les obstacles du coaching. Alors, évidemment, on a bien compris qu'une partie de ces obstacles va être levée par le coaching digital. Mais il n'en reste pas moins que il n'y a pas pour l'instant de généralisation. On ne peut pas dire que toutes les entreprises françaises, quelle que soit leur taille, utilisent le coaching digital. Bon, alors que le coaching a été utilisé beaucoup quand même par les grandes entreprises notamment. Donc, c'est sur ce coaching-là qu'on se prononce. On imagine bien ce que pourra donner le coaching digital dans un deuxième temps. Et Absolument. je pense qu'on devrait être pas loin. Je vais guetter moi aussi avec beaucoup de... il est difficile d'argumenter le retour sur investissement et puis le coût reste trop élevé. Donc, les deux, évidemment, sont très liés. Lorraine, je vous laisse la parole. Oui, donc on voit déjà qu'il y a des réponses un peu sur les différents sujets. Donc, c'est des objections nous qu'on entend tous les jours. Si je prends la question du coût, effectivement, c'est une modalité importante pour le développement des collaborateurs. Donc, ça a un coût, ça c'est sûr. Et le but, c'est pas non plus de casser les prix avec le coaching digital. Maintenant, effectivement, bien sûr, le fait qu'on puisse le déployer plus facilement à grande échelle permet d'avoir des prix plus compétitifs. Moi, j'ai plutôt ma casquette coach et pas commerciale. Donc, je m'arrête là sur ce sujet-là. Mais effectivement, ça permet quand même de toucher maintenant plus de monde. Néanmoins, pour réussir à convaincre en interne, il faut évidemment réussir à argumenter sur le retour sur investissement. Là-dessus, moi, je ne suis pas complètement à l'aise avec le terme de ROI qu'on entend beaucoup parce qu'on parle quand même de capital humain, on parle de compétences, notamment des compétences de type soft skills. Donc, on parle plutôt, nous, d'impact du coaching, des programmes de coaching. Et effectivement, là, c'est vraiment là où la dimension digitale va nous aider à avoir un peu plus de résultats quand même tangibles, à la fois sur le contenu de l'expérience de coaching qui est proposée. Donc, par exemple, chez CoachHub, on va régulièrement demander comment se passe votre alliance avec votre coach. Est-ce que vous êtes satisfait de l'expérience que vous avez aussi sur la plateforme au fil de
votre parcours de coaching. Donc ça, c'est plus côté, on va dire, satisfaction. Et puis, il y a aussi toute une autre dimension sur la progression aussi. Et donc, on a, pour vous donner un exemple concret, la possibilité en début de coaching, quand on fixe ses objectifs de coaching, de dire, voilà, sur une échelle de 1 à 10, voilà comment aujourd'hui, en début de coaching, je me positionne par rapport à ces objectifs. Où est-ce que j'aimerais être à la fin de mon coaching? Puis en fait, à l'issue de chaque séance, on va avoir la possibilité de revenir sur la plateforme et puis de dire où on en est sur la progression par rapport à ces objectifs-là. Et donc, il y a des moments où on va stagner, forcément, parce que je rappelle quand même que le coaching, c'est pas un vaccin miracle, c'est vraiment, il faut travailler, on travaille sur nous-mêmes, c'est obligatoire. Et donc, avec ce que ça implique en termes d'avancer, parfois de moments où on a l'impression de ne pas avancer, et puis finalement, des choses qui s'ouvrent, des croyances limitantes qu'on arrive à remplacer par d'autres croyances qui sont plus bénéfiques, réussir à se reconnecter aussi à nos ressources, et où on va se sentir peut-être, et on l'espère, c'est le but de notre métier, mais voilà, d'accompagner en tout cas par tous les moyens qu'on va réussir à mettre en place l'atteinte des objectifs de coaching. Donc, on va pouvoir quand même, grâce au digital, suivre ces différentes dimensions. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de pilotage, c'est un pilotage qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus, vraiment simplifié en fait. Ces obstacles, ils existent, hein, mais l'idée, effectivement, ça va être de réussir à les lever petit à petit. On a un troisième et dernier thème à traiter ce matin, qui est finalement la relation entre la formation et le coaching. Mais oui, Aurélien, j'ai oublié au passage, mentionnons-le rapidement. Bon, Lorraine, on ne va pas commenter pendant 3 minutes, mais des chiffres qui sont tout de même tout à fait impressionnants. En fait, c'est ça, c'est de se dire effectivement, il y a des obstacles, on les lève petit à petit, mais on observe quand même là des chiffres vraiment intéressants. 51% des répondants là, dans la fameuse étude dont on parle ont déclaré avoir déjà adopté le coaching individuel pour le développement des collaborateurs. Donc, c'est quand même plus de la moitié des entreprises et qui ont répondu, bien sûr. Et 41% songent à le mettre en place en 2022. Donc, il y a vraiment, c'était juste pour rebondir aussi sur cette Oui, accélération qu'on voit oui. sur l'essor du coaching, effectivement. Très bien. Donc, formation et coaching maintenant. Et pour gagner un petit peu de temps, je propose qu'on ne fasse pas le quatrième et dernier sondage, parce qu'on a pas mal de choses à dire, et qu'on passe directement au credo, ce que Lorraine a appelé le credo, combiner formation et coaching. Alors là, je pense qu'il faut approfondir un petit peu, parce qu'on a vu tout à l'heure dans le sondage que dans les situations dans lesquelles finalement on pouvait en appeler à un coach extérieur, et bien ma foi, le transfert des connaissances acquises en formation en situation de travail n'était pas, cette mise en pratique n'était pas une situation typique dans laquelle le coaching trouverait naturellement sa place. Donc, ça mérite de creuser un petit peu. Alors, ce credo, combiner formation et coaching, donc les deux, évidemment, ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. À vous suivre, vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, oui, alors ça, c'est effectivement très important de le dire. Nous, notre conviction, c'est que la formation est toujours utile, bien évidemment. Elle est très utile déjà, évidemment, pour développer des hard skills. Et là, le coaching, c'est pas notre cœur de métier que de développer des hard skills. Donc, c'est très important pour ça d'avoir toujours des formations. Et il y a plein de modalités de formation qui se développent pour y arriver. Sur la partie soft skills, pour le coup, la formation a évidemment toujours son rôle à jouer. Mais c'est vrai qu'on voit que le coaching vient vraiment enrichir en fait la possibilité d'acquérir des soft skills et surtout de les mettre en œuvre en fait ensuite dans son quotidien. Et c'est un peu là tout le sujet, c'est-à-dire que on voit que dans la formation, réussir à développer son apprentissage cognitif, c'est clé, mais bien souvent, et ça nous fait penser bien sûr à la courbe de l'oubli, si on a une formation un peu one shot une fois et qu'ensuite on retourne dans notre quotidien, on n'arrive pas toujours à faire le lien et effectivement à transférer tout ce qu'on a appris en formation dans notre quotidien en situation de travail. Et c'est là où le coaching va vraiment avoir une énorme, va apporter beaucoup puisque grâce au travail qu'on va faire avec son coach dédié sur plusieurs séances aussi, évidemment, c'est un parcours hein, vraiment qu'on propose, on va pouvoir en fait, quand on vient dans ces séances de coaching, eh bien,
partager en fait avec son coach les difficultés, les obstacles qu'on rencontre encore par rapport vraiment à l'utilisation des compétences acquises qu'on a pu comprendre théoriquement, mais qu'on a encore du mal à mettre en œuvre dans son quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment ici de partager le fait que c'est très complémentaire, la formation et le coaching, et que on va réussir ça va accélérer en fait la mise en œuvre de ces nouvelles compétences en situation de travail. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la question des hard skills et des soft skills, autrement dit des compétences métiers, hein, Oui. spécifiques à une entreprise, ou de compétences transversales. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, euh, on s'est beaucoup concentré sur ces compétences transversales, tout simplement sous l'influence de travaux comme ceux du World Economic Forum, du Bureau international du travail, Mmh. etc., qui partent de l'hypothèse que les robots, les algorithmes vont nous débarrasser des tâches routinières et donc d'une partie des gestes métiers, hein, ou des compétences métiers dont on n'aurait plus besoin, et que, à contrario, les compétences transversales ne peuvent normalement pas nous être disputées par les robots, la créativité, la capacité de travailler en équipe, le leadership, etc. Donc il y a eu, L'esprit critique. voilà, exactement, il y a eu beaucoup de travaux et d'insistance sur ce domaine. Donc, ma question serait la suivante. Est-ce que le coaching digital est plutôt réservé aux soft skills, tels qu'on vient de les aborder, ou bien est-ce qu'il trouve aussi sa place dans les formations, dans la suite des formations métiers, notamment dans l'aide au transfert des compétences acquises en situation de travail? Quel est votre avis là-dessus? Mon avis, effectivement, c'est qu'il faut être clair sur le fait que nous, on ne va pas apprendre, par exemple, des gestes, on ne va pas apprendre des méthodologies précises, etc. Ça, c'est vraiment un travail qui va être fait souvent dans le cadre de la formation. En revanche, effectivement, pour même réussir à utiliser ces gestes, etc., on ne peut pas le décorréler du fait qu'on fait partie d'une équipe, que c'est important de collaborer au sein de cette équipe. Et c'est là où, effectivement, le coaching va pouvoir être très intéressant pour travailler sur les fameuses compétences du 21e siècle que vous évoquiez, Michel, à l'instant. Et effectivement, là, pour le coup, on va plutôt venir travailler sur des soft skills, des compétences aussi transversales, à travers les objectifs précis qu'on va se fixer en coaching. Et ça aussi, je le précise, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on commence un parcours de coaching qu'on va pouvoir travailler sur tout. L'idée, ça va être vraiment de se dire quels sont les objectifs précis de coaching sur lesquels il est important que je travaille pour me sentir plus épanouie dans mon travail, pour être plus performant aussi dans mon travail. Et on sait que de toute façon, c'est important de maîtriser à la fois des hard skills, mais aussi ces fameuses soft skills et compétences transversales. Et donc, nous, en coaching, on va plutôt venir travailler là-dessus, effectivement. Donc, on n'est pas très loin dans votre développement d'imaginer des indicateurs qui permettraient de calculer finalement quelle est la performance de la brique coaching, hein, dans un dispositif plus large, c'est-à-dire quelque chose que vous avez non pas récusé tout à l'heure, mais avec lequel vous n'étiez pas trop à l'aise, c'est-à-dire la rentabilité comment dirais-je, de l'investissement dans le coaching. Moi, ce que je retiens de ce que vous dites, Lorraine, c'est que au fond, on peut imaginer, alors deux choses. On peut imaginer qu'il y ait une collaboration entre la formation et le coaching, et quelque part, imaginer que le coaching devienne une des modalités de la formation, hein, même si ce n'est pas de la formation, c'est-à-dire du transfert de compétences, notamment pour les skills, aider les collaborateurs à mettre en œuvre les compétences qu'ils ont acquises en formation. Donc, ça devient finalement un composant du blended learning, mais j'entends bien que la formation n'épuise pas tout le coaching. Il y a des tas d'occasions, d'opportunités de mettre en œuvre le coaching sans forcément que ce soit en relation avec la formation. Donc, on a là deux objets un peu abstraits, hein, pour l'instant, la formation et le coaching, et vous avez réussi à donner beaucoup de concret à ce coaching, qui peuvent vivre séparément, mais qui peuvent se rencontrer aussi, notamment du point de vue de la formation, comme une brique supplémentaire dans le blended learning. Est-ce que c'est un petit peu votre vision? Alors, je vais rebondir sur deux choses, si vous me le permettez, Allez-y. Michel. Sur la première partie autour du ROI, moi, je voulais revenir sur un point important qui était de dire effectivement, si on cherche à quantifier que des indicateurs chiffrés sur la performance,
on passe un peu à côté aussi de tout l'esprit qui est de dire on développe le capital humain. Et notamment, moi, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est de dire, il y a nous ce qu'on va pouvoir monitorer, piloter grâce à la plateforme. Et puis, il y a aussi, on donne aussi cette responsabilité-là aux entreprises, elles aussi, de fixer des KPI. Donc, je pense, par exemple, dans des programmes de leadership féminin, de se dire, et nous, on n'aura pas la main là-dessus, bien évidemment, parce qu'on n'a pas assez accès à ces données-là, mais c'est, par exemple, de dire, suite à ce programme-là, est-ce que, par exemple, le pourcentage de candidatures à des postes à plus forte responsabilité a augmenté? Est-ce que vous avez des femmes qui ont atteint des postes à plus forte responsabilité? Quel est le niveau d'engagement, par exemple, de vos collaborateurs et collaboratrices? Vos managers se sentent-ils plus à l'aise pour mettre en place un management plus inclusif? Donc voilà, donc c'est juste pour dire, il y a une sorte de co-responsabilité à la fois, bien sûr, de ces solutions de coaching digital, mais aussi des entreprises de fixer des indicateurs qui nous permettent d'évaluer l'impact du coaching. Voilà, donc ça, c'était pour rebondir sur la première partie. La deuxième partie, effectivement, nous, on fait attention à quand même distinguer formation et coaching. Pourquoi? Parce que c'est important, encore à ce stade, je dirais, et par rapport au développement de la culture du coaching en interne, c'est important pour nous que la distinction soit bien faite. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'on ait des coachés qui arrivent dans les parcours et qui se disent, bon, tiens, moi, c'est bon, j'écoute ce qu'on a à me dire de manière un peu descendante, comme j'ai l'habitude qu'on le fasse dans mes formations, et qui du coup passe un peu à côté de l'esprit du coaching, qui est de dire, c'est très important d'être volontaire, hein, on ne fait pas changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer, donc ça doit vraiment partir de la personne. Et c'est, je le rappelle, hein, dans le coaching, la personne qui va vraiment trouver ses propres ressources, ses propres solutions. Le coach n'est pas un consultant, n'est pas un mentor, donc il ne va pas venir donner des solutions. Donc voilà, donc ça c'est juste une distinction, nous, qu'on préfère quand même faire. En revanche, il y a des synergies incroyables, il y a une complémentarité incroyable entre les deux approches, et très concrètement aussi la façon, quand on échange quand on échange avec, par exemple, des responsables formation, souvent, ils vont, par exemple, eux, ils ont leur programme de formation en blended learning, bien souvent, effectivement, et ils vont nous rajouter, ils vont ajouter une brique coaching à leur programme, soit en l'imbriquant, en se disant, je vais former sur, par exemple, telle méthodologie, etc. On va laisser les participants, les apprenants revenir dans leur quotidien. On va leur proposer une session de coaching pour voir comment ils arrivent à ancrer ces apprentissages. Et puis, on passera à l'apprentissage sur une autre dimension. Ça, c'est une chose. Ou bien, il y a la formation en temps 1 et en temps 2, on va venir mettre une brique de coaching. Et puis, la dernière chose sur laquelle aussi que je voulais vous partager, c'est de dire, et là notamment, ce n'est pas le cas de toutes les plateformes, mais Coachum, nous, on a cette conviction que formation et coaching sont vraiment intimement liés. Et c'est pour ça qu'on propose entre les séances l'accès à plein de contenus, en fait, qui sont des vidéos, des podcasts, des quiz, etc. Vraiment qui vont venir enrichir les séances de coaching. C'est-à-dire en fonction de ce qui émerge, l'apprenant va pouvoir aussi compléter cette découverte, cet apprentissage sur lui-même à travers tous ces contenus un peu plus théoriques. Voilà, et de mise en application, puisqu'on a un coaching assez orienté vers l'action. Alors, je vois que Stéphane pose la question, mais en même temps, c'est une affirmation. Serait-ce des ingrédients d'un voyage d'apprentissage complet? Ça me permet de parler d'une anecdote peut-être que j'ai Oui, vécue il y a un certain nombre d'années. Euh, il a été question à un moment donné que je donne une conférence en anglais à Londres et j'avais vraiment pas beaucoup pratiqué l'anglais, donc je me suis trouvé devant la nécessité d'un rafraîchissement, je dirais. Alors je suis allé sur le web pour voir toutes les ressources infinies, gratuites, disponibles. J'ai très vite compris que j'arriverais pas à m'en sortir parce que comment identifier les bonnes ressources, donc affaire de curation, comment les choisir, comment trouver l'énergie d'aller par soi-même régulièrement sur ces ressources pour suivre des programmes, etc. Et donc, assez rapidement, j'ai pris un professeur à distance, un vieil Américain très sympathique et dont j'ai découvert qu'il pouvait m'apporter beaucoup plus que ce que je croyais, puisque, mais je ne vais pas être trop long, il m'a demandé de préparer mon introduction, par exemple, quand j'ai pris la tribune. Et dans cette introduction, je suis typiquement français, j'ai dit en anglais, écoutez, voilà, mon anglais n'est pas terrible, mais je suis sûr qu'il est bien meilleur que votre français.
Bon, et donc, le cher Marc me dit, Michel, ça c'est typiquement français, c'est ironique, c'est très arrogant. Les Britanniques détestent ce genre de choses. Bon, et donc il m'a fait réécrire mon introduction. Et là, j'ai compris. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, on est dans de la formation, mais on est aussi dans un feedback, on est aussi dans la prise de conscience de ce qu'on est, la façon dont on a été forgé par une culture dans un pays, etc. Et donc, là, on voit le lien intime qui existe effectivement entre la formation, surtout lorsque c'est du cours particulier, par quelqu'un de très expérimenté qui va au-delà de la simple transmission de techniques, mais qui aide aussi finalement dans un savoir-être par rapport à ces questions de prise de parole sur une tribune, etc. Bref, je vous raconte cette anecdote pour vous dire que je ne sais pas si ça c'est du coaching à vos yeux, Lorraine, mais en tous les cas, pour moi, ça a été extrêmement utile. Donc, pas sûr que l'ami Marc ait été un coach certifié international, etc. Mais en tout cas, pour moi, ça en ressemblait un petit peu, un peu un coach sportif, si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que j'en pense, c'est qu'il y a des similarités dans votre expérience avec ce que pourrait vivre un coaché, à savoir une relation personnalisée avec quelqu'un qui nous est dédié, qui va nous aider à travailler sur nos problématiques. Il y a autre chose qui est important, c'est qu'effectivement, en coaching, on peut venir confronter. C'est-à-dire, là, ce qu'il est venu faire, c'est essayer de vous montrer une autre facette de la réalité, de dire dans votre réalité, Michel, cette blague est drôle parce que vous êtes français et peut-être pas dans une autre. En revanche, effectivement, enfin voilà, je le reprécise à nouveau, c'est vraiment important de voir que le coach va pas être là pour donner des solutions. Donc, c'est pas lui qui vous aurait fait votre pitch, effectivement, mais ça va être vraiment de vous aider, par exemple, autour de problématiques de prise de parole en public, à travailler. Bien souvent, il y a des problématiques sous-jacentes, par exemple, de confiance en soi. Et c'est vraiment ça qu'on va venir plutôt travailler en coaching, essayer de travailler sur une communication aussi impactante. Donc voilà, ça c'est pour réagir à votre anecdote. Mais moi, ce qui m'est venu aussi quand vous en avez parlé, c'est pour moi une des forces du coaching. Et là, je me place parce que je sais qu'on a des auditeurs, auditrices qui sont surtout responsables de ressources humaines, voilà, qui ont des fonctions plutôt autour du L&D, etc., de dire, en fait, ce que va permettre le coaching digital, c'est vraiment de se dire, vous allez pouvoir déployer un programme à très grande échelle, toucher plein de collaborateurs et collaboratrices, mais à la fin, en fait, chacun de ces collaborateurs et de ces collaboratrices va avoir un accompagnement qui est vraiment personnalisé, avec un coach qui lui est dédié pour travailler sur les problématiques qui lui sont propres. Et j'imagine que cette personne, Michel, travaille sur plein d'autres sujets avec plein d'autres gens. Et donc, c'est vraiment pour ça que la posture du coaching est très intéressante pour ça, pour qu'on puisse chacun progresser sur à la fois les sujets sur lesquels on a besoin de s'améliorer, et je le répète, mais parce que pour moi, en tout cas, c'est tellement important dans notre vision du coaching, aussi les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Et on a une approche du coaching qui est très orientée aussi vers la psychologie positive et sur le fait de s'appuyer sur ce qu'on a vraiment déjà en nous pour grandir. Voilà, je m'arrête là, moi je pourrais en On parler. a commencé. Ce qui est clair, Lorraine, c'est que vous êtes passionné du sujet. Oui, Hein, donc, c'est sûr. vous êtes intarissable. Euh, donc, on va directement aller à One More Thing, puisqu'il nous reste encore 4-5 minutes. Bon, je vois qu'Aurélien, qui a construit la série des slides, est un fan de Steve Jobs, hein, puisque c'était en général la façon dont il concluait par une annonce extraordinaire, ses keynotes. Alors, oui, peut-être déjà dire, Lorraine, qu'il y a une étude qui va être envoyée aux participants. On va aussi envoyer un opinion paper qui traite en fait des raisons du développement du coaching digital. Voilà, ça fera 2 lectures qui vont bien ensemble et qui compléteront. Avant que notre audience réponde donne un petit feedback sur le webinaire, et vous voyez, la culture du feedback chez CoachHub, elle est tellement importante que assez rarement ça se fait, mais là ça va se faire. On vous demandera ce que vous avez pensé du webinaire. Mais tout de même, peut-être un mot sur l'actualité de CoachHub. Qu'est-ce qui permet de poursuivre la conversation avec l'audience et CoachHub dans les semaines qui viennent?
Effectivement, donc dans les semaines qui viennent, on va vous envoyer déjà cette enquête, comme vous le disiez, Michel. On en a une autre qui va sortir dans 2 semaines sur le ROI du coaching. Donc, c'est un sujet qu'on a commencé à aborder aujourd'hui et on va pouvoir du coup aller encore plus loin avec cette enquête. On peut se retrouver aussi sur le salon Learning Technology qui a lieu les 18 et 19 mai prochains. Donc, on serait ravis aussi de vous rencontrer. N'hésitez pas à venir nous voir. Dans la vraie vie? Dans la vraie vie, exactement. Et puis, je vois qu'Olivier, dans le chat, est coach et souhaite reprendre contact avec CoachUp. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez aller sur notre site pour les coachs, il y a toute une rubrique aussi pour voir comment rejoindre la communauté. Voilà, et merci Aurélien. Je vois qu'Aurélien a partagé l'enquête. Alors, comment procède-t-on, Aurélien? Qu'avez-vous pensé du webinaire? Il y a un lien, c'est ça, sur lequel on clique. Moi, je ne vais pas dire ce que j'en ai pensé, parce que j'en ai pensé beaucoup de bien, mais je suis jugé parti. Donc, vous n'êtes pas très objectif, Michel. Je manque d'objectivité. En plus, moi, je revendique ma subjectivité, qui au fond est l'exercice qu'un sujet peut avoir de sa vie, de la façon dont il procède, etc. Donc, je n'ai pas peur de la subjectivité, mais quand même, là, j'éviterai de répondre. Donc, merci Aurélien. Aurélien nous a partagé le lien dans le chat. Voilà, donné. Moreau, ça nous touche beaucoup, cette intervention, votre commentaire sur l'intervention sur le coaching digital. J'espère que ça vous donnera donné envie d'en savoir plus et pourquoi pas de rencontrer CoachUp sur le salon. Le salon. Je pense en tant qu'analyste de notre secteur d'industrie, je pense beaucoup de bien de cette entreprise, je dois le dire. J'ai été tenu informé dès avant leur introduction sur le marché français. J'ai regardé de près la plateforme, les outils, le positionnement, la différenciation. Je suis vraiment convaincu de tout cela. Ça mérite que vous poussiez la discussion avec eux, que ça se termine ou pas par de bonnes affaires juteuses faites ensemble. Ça, c'est une autre histoire. Mais déjà, poursuivre cette conversation. Merci beaucoup, Moreau, effectivement, pour ce retour à chaud. Merci, Aude. Ok. Je vois qu'on arrive à la fin du temps imparti. Impeccable. On avait commencé 2 minutes en retard à 11h02. Il est 12h02. C'est très bien. Eh bien, merci à tout le monde d'avoir été là d'abord, d'avoir consacré du temps. Seule chose qu'on ne peut pas vous rendre, le temps que vous nous avez donné, on ne peut pas vous le rendre. Donc, merci de cette précieuse ressource. Et puis, des commentaires que vous avez pu faire. Merci beaucoup, Lorraine, pour la passion développée à parler du métier, de CoachUp, de sa solution. Et puis, merci aussi à Aurélien d'avoir réussi à pallier les difficultés du web. C'était formidable. Je ne sais pas comment Aurélien a fait, mais bon, bravo. Merci beaucoup et merci aussi à vous, Michel. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et avec plaisir pour continuer la discussion entre nous, avec les participants et participantes. Donc, un grand merci pour ça. Merci, Patricia. À bientôt et bon appétit, peut-être en terrasse au soleil. Oui, bonne idée. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.